aussi longtemps qu'il sera dangereux de critiquer l'islam, il sera nécessaire de critiquer l'islam. Il y a une réislamisation, il y a des idées radicalisées sur la liberté d'expression, la liberté de moquerie envers leur religion. Le prophète Mohammed a dit que celui qui quitte l'islam doit être tué. C'est quand même dingue de se dire que même encore au XXIe siècle, le monde musulman, c'est le dernier grand champ civilisationnel mondial qui criminalise une simple pensée. On risque la mort sociale, on risque le rejet ou la diabolisation communautaire ou familiale, voire même des agressions physiques. Beaucoup ont été kidnappés par leur famille, tondus, frappés, voilà, toujours en France au XXIe siècle. On s'est tous pris au moins une fois ça dans la gueule, cette accusation ou cette moquerie, comme quoi on aurait quitté l'islam parce qu'on veut ressembler aux Français, parce qu'on veut se faire accepter par les Français. Ils sous-entendent quoi? Que les musulmans ne devraient pas s'intégrer aux Français. Peut-on quitter l'islam? Quelles en sont les conséquences? Alors, ils sont assez peu, finalement, à en parler officiellement à visage découvert. C'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir Majid Oukacha. Majid, bonjour, bienvenue chez Front Populaire. Alors, vous êtes vidéaste, vous êtes également écrivain, et vous auto-publiez justement ce livre, Ex-musulman, le guide de survie. Bienvenue chez Front Populaire. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, avant d'aborder en long en large le sujet de votre livre, je voudrais qu'on aborde un petit point d'actualité. D'actualité assez récente parce que finalement, on a parlé des commémorations de la tuerie de Charlie Hebdo en 2015. Selon vous, les leçons de cet attentat ont-elles été tirées 10 ans après? Je ne sais pas forcément si les leçons ont été prises d'un point de vue politique. Je sais que c'est toujours dangereux dans notre pays de faire la critique publique de l'islam ou la moquerie publique de l'islam. C'est anormal, effectivement. C'est anormal que dans notre pays occidental, libre, scientiste, laïque, c'est anormal, effectivement, que ce sujet soit un sujet aussi tumultueux et crispant et qu'il existe ce risque qu'on soit menacé. Je pense que d'une manière générale, au-delà de cette problématique et de cette tuerie, même d'une manière générale, les citoyens français ont l'impression qu'ils doivent de moins en moins compter sur la justice ou sur l'État pour les défendre d'agressions diverses ou même par rapport au terrorisme. Et les ex-musulmans, citoyens français dont je fais partie, ont aussi hélas de plus en plus ce sentiment dans les sociétés occidentales, de plus en plus laxiste d'un point de vue judiciaire, de plus en plus naïve volontairement ou involontairement vis-à-vis de l'islamisme ou du risque terroriste. Et voilà, j'ai l'impression que je sens pas spécialement une avancée ou un progrès, notamment dans le contexte de cette commémoration des 10 ans qui me semblait plutôt invisibilisée. Ça vous a étonné d'ailleurs? Alors, j'ai pas trop suivi l'actualité non plus, mais je sais très bien qu'on est dans une actualité assez tumultueuse d'un point de vue politique, des crises, etc. Beaucoup d'actualités de premier ordre qui ont pu éclipser un petit peu cette commémoration, entre le décès de Jean-Marie Le Pen, entre la future investiture de Trump, entre les conflits dans le monde. Je peux comprendre que c'était des actualités fortes qui ont concurrencé ce sujet. Peut-être aussi j'ai peu regardé les médias en ce mois de janvier, donc peut-être je suis pas très objectif. Et hélas, il y a eu d'autres attentats depuis. Voilà, je pense à Samuel Paty, à Dominique Bernard. Et j'en profite pour rebondir, parce qu'on a très récemment appris qu'un professeur d'histoire géo avait été menacé de mort pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, justement, dans un collège de Montbéliard. Est-ce que vous sentez, par rapport à vos proches, vos connaissances, vos abonnés peut-être, un retour en force du religieux, notamment générationnel? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai mon vécu. On discute des fois entre apostats, entre ex-musulmans. Moi, je vois vraiment la différence. Vous savez, moi, je suis né et j'ai grandi en France, dans une France, notamment encore dans les années 90, qui était, qui exigeait quand même un devoir d'intégration et d'assimilation de la part de l'immigration et des enfants issus de l'immigration. Et moi, je me suis intégré, assimilé à la France par devoir dans ce contexte et par plaisir. Vraiment, j'ai été acculturé, j'ai épousé les valeurs françaises. Et je sais que c'était encore une France à l'époque où la plupart l'islamisme n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Son entrisme politique également. Trop peu de musulmans osaient peut-être exhiber ou revendiquer au nom de leur religion. Et effectivement, je constate une évolution 20-30 ans après,
dans la France d'aujourd'hui où le poids électoral musulman est de plus en plus courtisé politiquement. Il semble être un incontournable politique pour quelque parti qui soit qui veut remporter une élection nationale au second tour comme la présidentielle. Et en parallèle, si on voit dans les sondages d'opinion tout simplement parmi la population islamique en France, il y a une réislamisation, il y a un port du voile par les jeunes générations supérieur au port du voile moindre de leurs parents et de leurs grands-parents. Il y a des idées radicalisées sur la liberté d'expression, la liberté de moquerie envers leur religion. Rien qu'un sondage de 2020, je me rappelle, un sondage d'août 2020 IFOP auprès des populations musulmanes en France. Une donnée était passée inaperçue dans ce sondage. 66%, 5 ans après la tuerie de Charlie Hebdo, 66% des musulmans en France interrogés selon ce sondage estimaient que Charlie Hebdo aurait mérité de passer au tribunal pour avoir publié ces caricatures. Évidemment, ce n'est pas une caution du terrorisme. Évidemment, je leur demande même pas de trouver drôle Charlie Hebdo. Même moi, il y a des trucs que je trouve drôles, des trucs que je ne trouve pas drôles. C'est pas ça la question. Mais que 2/3 des musulmans en France interrogés disent Charlie Hebdo aurait quand même mérité de passer au tribunal pour ces caricatures, c'est quand même une disproportion qui en dit long, je pense, sur un certain fossé culturel un petit peu entre encore une mentalité trop ancrée, même si ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une opinion, mais ça dit peut-être quelque chose culturellement par rapport au sens de l'opinion culturellement autochtone, laïque, chrétien, post-chrétien, qui peut-être ne va pas jusqu'à demander à ce qu'un journal qui publie des caricatures aille devant un tribunal pour ça, vous voyez. Alors, je vous propose d'en revenir à votre livre, et ce livre qui aborde la question de l'apostasie. Alors, on va partir de la base. En quoi renier sa religion pose problème avec l'islam du point de vue de la théologie? Alors, c'est vrai que ça se sait pas beaucoup en France. Je peux le comprendre, l'actualité, il y a des crises et tumultueuses et compliquées. Et voilà, les gens ne le savent pas forcément. Ça peut sembler être un problème secondaire, mais ça se sait. C'est un secret de polichinelle qui se sait dans les communautés musulmanes. Ça se sait évidemment par les apostats. C'est dangereux, que ce soit dans le monde musulman ou en Europe, pour les ex-musulmans, de déclarer publiquement, ouvertement qu'ils ont renoncé à l'islam. C'est dangereux, par exemple, pour les ex-musulmans dans les pays musulmans dans le monde, dans les pays islamiques. Si vous êtes un ex-musulman dans l'un des 42 pays islamiques du monde, soit par la constitution, soit par la population musulmane dominante qui y vit, aucun de ces pays ne reconnaît le droit de quitter l'islam, et la majorité de ces pays condamnent pénalement le fait de quitter l'islam. Ça va de déchéance de droits civiques à peine de prison, voire même peine de mort. C'est quand même dingue de se dire que même encore au XXIe siècle, le monde musulman, c'est le dernier grand champ civilisationnel mondial qui criminalise une simple pensée. Une pensée, c'est un non-acte, c'est la nuisance sociale la plus indirecte et inexistante qui soit. Même ça, c'est criminalisé. Et moi, qui suis né, qui ai grandi, qui vit dans le monde occidental ou en Europe ou en France, les ex-musulmans comme moi, on risque, et ça se sait peu, la mort sociale, on risque le rejet ou la diabolisation communautaire ou familiale, voire même des agressions physiques, si jamais ça se sait publiquement qu'on a quitté l'islam, parce que c'est considéré comme un tabou, une honte et une traîtrise de quitter l'islam. Et moi, je suis une exception statistique en France. Je fais partie des très rares visages ex-musulmans qui osent montrer leur visage et dire « je suis un ex-musulman » et je critique également cette religion. Mais la plupart des ex-musulmans n'existent que sur Internet, ne peuvent communiquer que sur Internet. Dans la vie réelle, ce serait un suicide social et il y a même un risque d'agression. C'est pour ça que la plupart des ex-musulmans, même en France, ce qui est complètement anormal, soit ils vivent parmi les musulmans cachés, ils cachent le fait qu'ils aient quitté l'islam, ils font semblant d'être musulmans, ou alors quand ils le peuvent, qu'ils en ont les moyens administratifs, financiers ou les opportunités de vie, ils vont déménager, fuir ailleurs et ils refont leur vie loin de leur communauté musulmane. Et d'ailleurs, pour dernière anecdote, dans le premier chapitre de mon livre Ex-musulman, le guide de survie, je montre vraiment la traduction de ça en me servant de la presse régionale et nationale française qui rapporte régulièrement en France des agressions physiques contre des gens
ex-musulmans ou mauvais musulmans, entre guillemets, non pratiquants, qui ont été surpris en train de transgresser un interdit islamique. Je donne 2 exemples dans ce premier chapitre. Les non-jeûneurs qui ont été surpris en train de manger pendant le ramadan. Des agressions même contre des enfants, des collégiens, des collégiennes qui ont abouti à des ITT, à des hospitalisations, même pour une sucette. Et même, par exemple, je donne l'exemple d'un Lyonnais de 45 ans qui a été surpris en train de boire un café durant le ramadan. Il a été agressé physiquement. Il a fini dans le coma, il a été opéré plusieurs fois à la tête pour avoir bu un café durant le ramadan au XXIe siècle en France. On en est là. Et je donne aussi l'exemple, parce que, hélas, c'est une religion patriarcale, pour ne pas dire misogyne, de flicage communautaire, de toutes ces femmes nées en France, régulièrement, même si ça se sait peu, qui s'émancipent de l'islam une fois à l'âge adulte et veulent se trouver un conjoint français non musulman. Beaucoup ont été kidnappés par leur famille, tondus, frappés, voilà, toujours en France au XXIe siècle. Donc je vous dirais qu'effectivement, on est en danger, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Ex-musulman, le guide de survie ». On survit physiquement, mais aussi socialement et psychologiquement, nous les ex-musulmans, voilà, parce que la religion islamique n'accepte pas, et ça se sait. Tant ça se traduit à la fois juridiquement par des pays islamiques, par des gouvernements qui appliquent le contenu de ce genre de lois religieuses qui émanent de textes religieux, et ça vit aussi dans l'inconscient de sociétés islamiques en Occident, même en France, cette intolérance au moins intellectuelle et sociale envers ceux parmi la communauté musulmane qui quittent cette religion. C'est intéressant que vous abordiez le point de vue des femmes, parce que justement, c'est un cas sur lequel je voulais m'attarder, parce que vous en parlez un petit brièvement dans le livre, mais justement, l'islam étant, vous l'avez rappelé, particulièrement patriarcal, à quel point c'est difficile pour une femme de franchir le pas, et à quel point c'est peut-être plus dangereux pour une femme que pour un homme. Oui, bien sûr. Alors d'abord, en fait, l'origine, encore une fois, de cette persécution, si je prends le cas de la France, cette persécution sociale envers les ex-musulmans, qu'elles se traduisent dans le moins pire des cas par un rejet communautaire, et ça peut aller jusqu'à des menaces, agressions, etc. Ça a une origine théologique, où je suis obligé d'en parler, et également cette misogynie, ce côté patriarcal a une origine théologique. Mais qu'on le veuille ou non, cette persécution des apostats, qu'elle ait lieu en terre d'islam ou dans le monde occidental, qu'elle soit informelle dans des comportements communautaires et sociaux, ou que ce soit par des gouvernements, c'est l'origine théologique qui explique ça. C'est les 2 personnages centraux de l'islam, Allah, le Dieu en lequel croient les musulmans, et le prophète Mohammed, qui est censé être un exemple comportemental selon Allah pour les musulmans. C'est eux en fait qui ont défini cet ordre patriarcal que doivent supporter les femmes dans l'islam, et cet ordre anti-liberté de conscience que supportent les non-musulmans. Je donne quelques références théologiques, ne serait-ce que pour expliquer que je ne dis pas ça sans raison, et que je peux évidemment sourcer et expliquer l'origine de tout ça. Par exemple, le prophète Mohammed, dans ses textes de hadith, qui sont des recueils qui définissent et qui rapportent ses comportements et propos, le prophète Mohammed a dit que celui qui quitte l'islam doit être tué. Voilà, hadith sahih de Bukhari, numéro 6878 et numéro 6922. Quant au Coran, et là, ce qui est irréformable, puisque la légende islamique veut que de la première à la dernière phrase, ce soit Dieu lui-même qui s'exprime dans ce livre. Ce n'est jamais un humain. C'est un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, et ses lois sont valables en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier. Allah a dit par exemple dans le Coran, sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner même de leur propre famille, même de leur propre père ou frère, et ils doivent rompre toute alliance avec eux s'ils préfèrent l'incroyance à la foi islamique. Et même d'une manière générale, le Coran est mécréanophobe, c'est l'adjectif que je donne, un néologisme, parce qu'Allah a dit dans le Coran, par exemple, que les non-musulmans sont les ennemis des croyants, sourate 8, versets 59 et 60. Il a dit que les non-musulmans doivent être combattus, entre autres, parce qu'ils n'appliquent pas la religion islamique. Donc c'est même pas une question c'est une question d'intolérance religieuse, et même pas une question de légitime défense, en fait, sourate 9, verset 29. Et enfin, il a dit, et c'est l'occurrence la plus citée dans le Coran, en centaines de textes, il a dit que les non-musulmans seront privés de paradis et qu'ils seront torturés pour l'éternité en enfer. Et voilà, et en fait, ces textes sacrés qui ne sont pas remis en cause, et qui, par exemple, pour le cas des femmes, Allah dit dans le Coran, sourate 4, verset 34, Allah valide la violence conjugale, qui est censée être même encore valable aujourd'hui, en fait. Il dit, sourate 4, verset 34, que les maris musulmans doivent frapper leurs épouses désobéissantes. Et ces textes-là, qui sont figés, censés être parfaits, censés être valables en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier, expliquent, en partie, je pense,
ce problème d'intégration culturelle de l'islam qui, selon moi, est impossible puisque c'est une religion violente, liberticide et misogyne à la France. Et voilà, et ça se vérifie tant théologiquement dans les textes que même ça se traduit également, par exemple, dans les sondages d'opinion. Moi, je peux vous donner un exemple d'un sondage avec une opinion islamique disproportionnée qui peut expliquer quand même peut-être un certain problème. Il y avait un sondage fait par l'IFOP en juillet 2020 sur la mode du no bra, qui consiste pour les femmes à ne pas porter de soutien-gorge sous leurs vêtements. Ça s'est beaucoup développé durant le confinement, durant la période de Covid. Eh bien, on a interrogé les Français, on leur a demandé si le fait qu'une femme ne porte pas de soutien-gorge sous ses vêtements et que ses tétons étaient visibles à travers ses vêtements, ça pouvait être une circonstance atténuante pour l'agresseur sexuel qui agresserait cette femme. Question choquante. 13% des Français, tout confondu, toute religion confondue, 13% des Français et Françaises ont répondu « oui, c'est une circonstance atténuante ». C'est 13 points de trop. Ça veut dire on marche dans la rue, on croise une personne sur 3 misogyne ou homme ou femme qui dit bon, c'est une circonstance atténuante pour l'agresseur sexuel. Ce sondage a été réalisé selon plusieurs critères. On peut déterminer ce que les Français pensent en fonction de l'âge, du sexe, du CSP. Le critère identitaire qui est la réponse la plus disproportionnée pour cette question, c'est les musulmans. 42% des musulmans en France, selon ce sondage, estiment que si une femme avait ses tétons visibles à travers ses vêtements devinables parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge, c'est une circonstance atténuante pour son agresseur sexuel. Plus de 3 fois et demi le pourcentage moyen en France. Peut-être que cette disproportion peut expliquer en partie un certain fossé culturel que beaucoup de citoyens peuvent sentir. On va dire 42%, c'est pas la majorité des Français. Mais c'est pas parce qu'un problème culturel ne dépasse pas les 50,01% d'une population que ce problème est inexistant. Moi, vous me montrez une salle de classe avec 30 élèves, 3 ou 4 fouteurs de merde sur 30 élèves, donc même pas 10%, ça suffit à foutre le désordre en classe. Donc c'est un sujet à se poser. À partir de quel pourcentage minimal, parce qu'une population criminelle sera toujours minimale dans une population donnée, c'est normal. À partir de quel pourcentage, éventuellement disproportionné par rapport à la moyenne, peut-on estimer qu'il y a peut-être une explication culturelle ou cultuelle qui peut expliquer des disproportions anormales en termes d'opinion ou même en termes de comportement. Voilà, c'est aussi un sujet qu'il faut pas s'interdire de poser en fait, qui parle de la compatibilité culturelle, encore une fois, sur le plan psychologique ou social entre l'islam et notre culture dominante occidentale. Cette difficulté de faire son apostasie, pardonnez-moi, est-ce qu'elle est spécifique à la France? Alors, j'ai expliqué le sens de ma question, c'est-à-dire que j'imagine bien évidemment qu'elle est forte dans les pays islamiques. En revanche, est-ce que c'est comparable avec d'autres pays d'Europe, par exemple, où la communauté musulmane serait moins forte? Et est-ce que cette virulence est la même que celle qu'on pouvait constater il y a 20 ans? Est-ce qu'il y a 20 ans, ça aurait été plus facile, 40 ans peut-être, pour aller plus loin, mais est-ce que ça aurait été tout aussi difficile de faire son apostat? Son apostasie, alors moi, je connais le contexte français. Entre ex-musulmans qui discutons, entre ex-musulmans français, on connaît effectivement le contexte français. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement c'est difficile d'un point de vue relationnel d'expliquer à nos proches pourquoi on a quitté l'islam. Tous les ex-musulmans passent par là en général, le mentionnent pour 2 raisons, je dirais. 2 raisons. Premièrement, ça tient à la croyance en l'enfer des musulmans en général, sans faire d'essentialisme. 99% des musulmans que vous connaissez, 89% des musulmans en général, le sont parce qu'ils ont été éduqués dans leur famille depuis leur enfance à l'islam et ils ont été endoctrinés à la peur de l'enfer, qui selon moi est le premier critère qui retient un musulman à l'islam. Le chantage à l'enfer qui sévira contre celui qui désobéit à Allah et quitte l'islam. Du coup, quand nous, les ex-musulmans, on doit expliquer à nos proches, nos communautés musulmanes, pourquoi on a quitté l'islam, en fait, les musulmans en général, la plupart, conscients de cette peur de l'enfer, en fait, ils n'arrivent pas à écouter nos arguments avec objectivité parce que ils se savent liés à ce chantage et en fait, ils ont peur, je pense, que si jamais on devait les convaincre avec des arguments, ça les conduirait éventuellement à douter de leur religion et potentiellement donc à quitter cette religion. Et la deuxième raison qui fait que c'est difficile pour nous d'expliquer à nos proches pourquoi on a quitté l'islam, c'est la légende
qui explique beaucoup de choses, qui explique même des problèmes d'intégration, je pense, selon laquelle le Coran serait parfait de la première à la dernière phrase. C'est la parole d'un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe. Et ça met la plupart des musulmans en France dans une situation de tension théologique permanente qui leur interdit de reconnaître la moindre erreur ou le moindre problème avec l'islam. Du coup, peu importe quelle raison nous, les ex-musulmans, on va donner qui a fait qu'on a quitté l'islam, de toute façon, les musulmans qui croient en la perfection du Coran partent du principe forcément nos raisons sont fausses et ils vont projeter sur nous des raisons psychiatrisantes pour expliquer pourquoi les ex-musulmans quittent l'islam. Et d'ailleurs, je pense, c'est ce qui fait la différence entre un ex-musulman comme moi, qui a été musulman depuis son enfance et à un moment donné, il a eu la capacité de quitter l'islam, et la plupart des musulmans aujourd'hui qui ont été éduqués dans l'enfance, dans l'islam, et qui resteront dans l'islam malgré l'âge adulte, la différence, c'est la croyance en des superstitions. Par exemple, dans l'islam, des textes sacrés expliquent que, et vraiment c'est au premier degré, je vous assure, c'est pas une métaphore, le diable n'est pas dans l'islam une métaphore des mauvais côtés humains, c'est une personnification des mauvais côtés humains, c'est vraiment un personnage réel au premier degré. Par exemple, la plupart des musulmans, même adultes, diront à des ex-musulmans comme moi, c'est basé sur leurs textes sacrés, le diable a susurré des doutes aux ex-musulmans et l'idée de s'éloigner de l'islam, et c'est pour ça que nous on se serait éloigné de l'islam. Le diable aurait mis dans notre cœur le doute, c'est ce qui fait qu'on aurait quitté l'islam. Du coup, comment voulez-vous qu'on ait l'air d'interlocuteurs crédibles vers nos familles, nos communautés pour leur expliquer pourquoi on a quitté l'islam? Ils nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des fous qui en fait ont été envoûtés par le diable et qui se contentent de réciter ce que le diable leur a dit de réciter. De la même manière, les musulmans croient en le destin d'Allah qui guiderait tous les humains sur Terre, qui auraient écrit à l'avance nos actes, ce qui nie notre libre arbitre, et en fait le fait qu'Allah nous aurait déviés et maudits, nous les ex-musulmans, en nous faisant sortir de l'islam. Du coup, comment voulez-vous qu'on ait l'air d'interlocuteurs crédibles quand on veut expliquer à nos proches que c'est vraiment une décision volontaire d'avoir quitté l'islam, tandis qu'ils nous voient comme des marionnettes manipulées par le destin d'Allah, et ils nous voient comme des gens qui, peu importe, on a beau leur dire « je te jure que c'est ma volonté personnelle d'avoir quitté l'islam », eux nous voient comme des gens qui se contentent d'accomplir la malédiction d'Allah et qui opèrent un comportement totalement irréfléchi. Et enfin, je donne pour le cas français, tous les musulmans ne nous sortent pas ça, mais franchement, la plupart des ex-musulmans, on se le dit entre nous, en France, on s'est tous pris au moins une fois ça dans la gueule, cette accusation ou cette moquerie, comme quoi on aurait quitté l'islam parce que on veut ressembler aux Français, parce que on veut se faire accepter par les Français. Les musulmans, pas tous, mais qui nous sortent ce genre de moquerie ou d'accusation, ils sous-entendent quoi? Que les musulmans ne devraient pas s'intégrer aux Français. Ils sous-entendent quoi? Ils sous-entendent que musulmans et Français seraient deux catégories dissociables. Donc tout à l'heure, quand je vous ai donné ces fameux textes mécréanophobes d'Allah qui apprend la haine envers les non-musulmans, qui apprend la guerre envers les non-musulmans, qui apprend les patoliers, dans quelle proportion ça peut jouer à l'arrivée? Je ne sais pas, parmi la population musulmane, même en France, pour expliquer ce problème que beaucoup ont avec les apostats parmi nous. Et j'ajouterai un petit complément peut-être qui vous serait utile, même sans perdre trop de temps dans cette question, moi je pense que ça peut être intéressant. En fait, c'est un phénomène récent, les apostats, c'est connu depuis à peu près 10 ans seulement, parce qu'en fait avant Internet, les ex-musulmans, on était plutôt invisibles dans la société française. On ne pouvait pas trop le dire par peur pour notre vie, tout simplement. Et Internet a changé les choses parce que les ex-musulmans qui étaient isolés les uns des autres, ils sont sortis de leur cachette, si je puis dire. Ils se sont retrouvés. On a commencé à se retrouver sur des forums sur Internet. On a été protégés par l'anonymat d'Internet. On pouvait dire enfin qu'on existe. On pouvait même diffuser notre critique de l'islam. Et je pense, pour répondre de façon complémentaire à votre question, avant, en fait, l'islam n'était pas trop revendicatif en France. La France a fait l'erreur, l'État français a fait l'erreur, selon moi, de faire construire des milliers de mosquées en France, d'y faire officier des imams du tiers-monde avec leurs mœurs du tiers-monde. Et aujourd'hui encore, même si les imams essaient de se tenir à carreau globalement parce qu'ils se savent écouter, ils se savent surveiller, etc., de toute façon, Internet, qui a permis la diffusion de la critique de l'islam, ce qui est une bonne chose, a aussi permis aux populations islamiques en France, notamment les jeunes, de se réislamiser parce que peu importe le prêche positif et républicain que dira un imam en France qui se sait surveillé par les RG sur le territoire français. De toute façon, il y a des imams du tiers-monde qui sont là pour rappeler aux musulmans de France quels sont les vrais fondements scripturaires horribles de leur religion. C'est pour ça peut-être que on a une pratique de plus en plus radicale de la part d'une partie des musulmans en France. On a dans des sondages d'opinion des opinions qui se radicalisent par rapport à l'humour, par rapport à la critique vis-à-vis de l'islam. Donc voilà, je pense que c'est des facteurs multiples. Mais je voudrais simplement dire une dernière chose, je m'excuse. En fait, on ne sait pas il y a combien d'ex-musulmans encore en France. C'est un phénomène trop récent.
On ne sait pas actuellement, j'ai l'honnêteté de le dire. Moi, encore une fois, j'insiste auprès de vos spectateurs, je suis une exception statistique qui a la témérité, pour ne pas dire la folie, et je prends des menaces pour ça, d'oser montrer mon visage et dire j'ai quitté l'islam, mais c'est très rare les ex-musulmans en France qui osent montrer leur visage, et encore plus dire ce qui ne va pas dans leur ancienne religion islamique. On ne sait pas parce que la plupart des musulmans, la plupart des ex-musulmans, en fait, ont peur de le dire à leur famille et à leurs proches, peur d'être rejetés, peur d'être diabolisés, peur des représailles, peur de provoquer une crise cardiaque à leurs parents. Ne riez pas, c'est vraiment un truc que tous les ex-musulmans, on sait tous en fait. C'est une des explications qu'on donne le plus parce que c'est horrible comme enfant d'annoncer à ses proches, à sa famille, voilà, je veux me précipiter dans l'enfer. C'est un peu ça qu'ils entendent quelque part. Et aussi la discrétion des ex-musulmans. Soit ils sont discrets parmi les musulmans, soit ils ont déménagé, ils ont fui. Donc dans les deux cas, ils ont une grande discrétion qui fait que voilà, on ne sait pas leur nombre. Et deuxième chose qui est importante, la plupart des nuisances, moi je dénonce, je dis que je vous ai parlé des menaces de mort, du risque d'agression physique qui est réel en France, même pour nous les ex-musulmans. Mais la plupart des nuisances sociales dont les ex-musulmans se plaignent, c'est des nuisances sociales malheureusement qui ne sont pas illégales. Faut le savoir, elles ne sont pas illégales, ou elles sont difficilement appréhendables et mesurables par la sociologie d'État. Je donne juste deux exemples. Mais ça fait le lien avec je pense que vous allez continuer après, rassurez-vous. Parce que dans votre livre, on sent le regard de la communauté qui épie les faits et les gestes des apostats. Et c'est vrai que ça a l'air extrêmement lourd, extrêmement oppressif. Et je me suis demandé en vous lisant si vous exagériez pas un peu. Non, justement. À la fois, je peux dénoncer des agressions et je les source effectivement, mais même malheureusement, la plupart des comportements sociaux que dénoncent, comme je vous l'ai dit, les ex-musulmans, malheureusement, c'est difficile à prouver ou à dénoncer, même à la justice. Je vous donne un exemple. Comment vous voulez prouver ou dénoncer le prosélytisme étouffant matin, midi et soir que vous, en tant qu'ex-musulman, vous allez vous prendre de toute votre communauté qui a découvert votre apostasie et qui vous disent tous tu t'as fait une erreur, tu vas aller en enfer, etc. Imaginez 200 musulmans que vous connaissez autour de vous, 200 fois vous prendre la même conversation. Alors que du point de vue des lois françaises, ce prosélytisme étouffant matin, midi et soir de toute votre communauté, ça s'apparente juste à des musulmans qui vous connaissent, des gens qui vous connaissent, libres de vous parler, pour vous donner des conseils, pour vous dire leurs inquiétudes. De la même façon, comment voulez-vous qu'on prouve à l'État français ou à la justice, comment voulez-vous qu'on dénonce le rejet communautaire et la diabolisation que nous, les ex-musulmans, on se prend, pour cause de discrimination religieuse envers nous, de la plupart de notre communauté, alors du point de vue des lois françaises, c'est juste des adultes libres de nous ignorer du jour au lendemain et même de nous dévisager, parce que c'est pas illégal jusqu'à présent de nous dévisager. Comment voulez-vous qu'on prouve ou qu'on dénonce à la police les rumeurs infamantes que nous, les ex-musulmans, se prend communautairement quand ça se sait qu'on a quitté l'islam, rumeurs de débauché ou de traîtrise, qui sont les deux rumeurs qu'on se prend le plus, alors que par définition, la rumeur, elle est dans votre dos, vous savez pas qui la diffuse, etc. Donc c'est difficile, ces comportements sociaux, c'est difficile en fait à mesurer, je vous dis, par la sociologie d'État ou par la justice, et encore plus à dénoncer. Mais ça, c'est vraiment le dénominateur commun que nous, les ex-musulmans, dans cette diabolisation ou dans cette chasse aux sorcières sociale, c'est vraiment ça qu'on se prend principalement. Donc oui, on est obligé de faire confiance aux ex-musulmans, à ce qu'ils disent sur Internet, puisque par définition, ils sont discrets, ils ont peur de la mort sociale, ils ont peur des agressions, ils ne le disent pas trop. Mais c'est quand même une réalité que j'ai essayé de décrire dans ce livre. J'ai vraiment essayé Moi, mon but, c'est vraiment d'expliquer à tous les Français, qu'ils soient athées, juifs, agnostiques, chrétiens, peu importe, de leur expliquer, voilà ce que ça fait d'être dans la communauté musulmane, même dans un pays occidental, à travers le regard des ex-musulmans, qui doivent expliquer les difficultés de s'expliquer auprès de leurs proches, qui est très compliqué d'un point de vue psychologique. D'un point de vue social, vraiment, on est en survie sociale au minimum. Et vraiment, il suffit d'écouter tout simplement les ex-musulmans. On en parle entre nous, on parle de nos expériences, de nos vécus, on parle des expériences des ex-musulmans qu'on connaît nous-mêmes. Tous, on passe par là. À un moment donné, qu'on le dise tous, c'est pas un hasard. Et ça se traduit, comme je vous l'avais dit au tout début de cette interview, dans les pays islamiques, effectivement, cette chasse aux sorcières d'un point de vue gouvernemental. Mais ça se traduit aussi, même en France, même dans les pays occidentaux, je ne sais pas dans quelle proportion, cette mécréanophobie, voilà, ce problème social qui est réel parmi la communauté musulmane ou les communautés musulmanes, ce problème avec leurs ex-musulmans parmi eux. Mais j'ai l'honnêteté de dire, malheureusement, on ne sait pas on ne sait pas combien on est à ce jour, on le saura peut-être dans quelques années. Est-ce que vous avez connaissance d'apostasie qui se soit bien passée? Parce que
encore une fois, quand on vous lit, quand on vous écoute, finalement, on a l'impression que la seule solution, c'est la fuite de cette communauté. Vous écrivez dans le livre qu'il peut y avoir parfois le désir de rester dans sa communauté d'origine, mais enfin, quand la communauté d'origine vous rejette continuellement et avec violence, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que fuir? Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui choisissent de vivre parmi leur communauté musulmane, hélas en se taisant, en taisant leur apostasie. Il y en a, mais je ne sais pas dans quelle proportion, encore une fois, tout est une question de croire en les témoignages des uns et des autres, qu'on réussit à faire accepter par leur famille à la longue que voilà qu'ils avaient quitté l'islam. Par contre, ce que je peux dire d'un point de vue optimiste, c'est que l'époque a changé grâce à Internet. En fait, Internet a permis deux choses. D'abord, a permis à des gens comme moi je suis principalement connu en tant qu'écrivain et vidéaste grâce à Internet. J'ai pu faire connaître mon travail, mes livres, mes vidéos. Internet, quand même, depuis quelques années, a changé la donne. Même jusque d'un point de vue politique. Il y a encore 10 ans en France, les politiciens de droite comme de gauche passaient à la télé pour dire que l'islam c'est une religion de paix. Aujourd'hui, ils sont très rares à le dire. La critique de l'islam, en fait, Internet a permis donc de diffuser la critique de l'islam, même des sujets confidentiels comme par exemple l'âge de l'épouse Aïcha du prophète Mohammed, une épouse qui avait 6 ans tandis que le prophète Mohammed en avait 51 ans. Il y a encore 20 ans, ça se savait pas en France. Aujourd'hui, ça se sait. Aujourd'hui, nous, les ex-musulmans, on a gagné la bataille des idées, on a pu prouver que l'islam est une religion liberticide, violente, misogyne. On a gagné cette bataille des idées. Les musulmans, même en France aujourd'hui, commencent à être habitués maintenant à l'idée d'une critique de l'islam de plus en plus. Je ne sais pas encore dans quelle proportion, mais moi, je travaille à populariser cette critique au nom de la défense de la liberté de conscience et de la liberté d'expression pour que de plus en plus, des ex-musulmans commencent à s'affirmer, que les musulmans soient habitués à cette critique, parce qu'il faut savoir qu'avant Internet, même encore dans les années 90, dans lesquelles enfant j'ai grandi, les musulmans avant Internet, en fait, entre leur famille, la mosquée et la communauté autour d'eux, ils n'avaient droit qu'à un seul son de cloche, c'est un islam idéalisé ou autoritaire dénué de toute critique. Limite, quelque part, même moi, j'agis de façon positive envers les musulmans à travers mon militantisme critique. Je les habitue à supporter, à tolérer, à écouter une critique de leur religion. Ils devront en être très contents. Moi, je suis très content. J'ai aussi des idéaux dans la vie. Je suis très content que des gens m'expriment leur critique de mes idéaux dans d'autres domaines dans lesquels je crois. Parce que ça me permet soit d'écouter le point de vue de mon idéologie, entre guillemets, même si je me sens pas avoir une idéologie particulière, par le regard extérieur de quelqu'un qui ne l'aime pas. Ça me permet d'en améliorer la défense argumentaire. Les musulmans devraient être très contents qu'il existe des gens comme moi qui font la critique de leur religion. Je pense qu'on est vraiment au début d'une vague. Il y a une vague même d'apostasie, même dans le monde musulman actuellement, qui a commencé. Le monde musulman aussi qui est victime d'une ironie économique, parce que pour s'ouvrir au tourisme ou à l'économie, par exemple l'Arabie Saoudite, beaucoup de pays musulmans infléchissent la dureté de leur loi islamique, pas encore assez vite, hélas à mon goût, mais de plus en plus il y a une vague, et même il y a une vague silencieuse aussi en France. Les deux ont pour point en commun Internet. Maintenant sur Internet, la critique de l'islam s'est diffusée, les musulmans ne peuvent plus y échapper, ils sont obligés d'en entendre parler, et je pense que c'est un mouvement très important d'émancipation intellectuelle, sociale. Pour l'instant, on n'en est qu'au début vraiment. Moi, je suis un des acteurs, je suis un des ex-musulmans les plus connus en France ou même dans le monde à travers ma critique. On est très peu à faire ça. C'est risqué. Je suis un des rares même qui traduit ça intellectuellement dans mes livres, comme dans mon livre précédent, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Voilà, j'essaie de faire vivre cette critique. Peut-être c'est une performance artistique, on va dire une performance politique. Voilà, je trouve ça anormal qu'en France au XXIe siècle, tous les gens, même vous, ou des gens qui sont pas forcément ex-musulmans, je prétends pas parler à votre place, mais tout le monde sait que c'est un sujet tumultueux, c'est un sujet dangereux. Même en France, de parler de l'islam, faut faire très attention à ce qu'on dit sur l'islam. Faut chuchoter, faut faire gaffe, faut surtout pas dire un propos devant tout le monde dans la rue contre l'islam. Je veux pas de problème, je veux pas d'ennui, que ce soit à mon école, que ce soit à mon entreprise, etc. C'est anormal ça. On est dans la France, pays des Lumières, pays de liberté d'expression. Pays libéral, c'est anormal que l'islam soit un sujet aussi sensible, aussi dangereux. Et moi, je me fais un devoir de faire vivre vraiment cette critique de mon ancienne religion. Et voilà, il y a une phrase que j'ai dit en 2015 quand j'ai commencé, et je la trouve toujours très juste. C'est mon leitmotiv. Je dis, aussi longtemps qu'il sera dangereux de critiquer l'islam, il sera nécessaire de critiquer l'islam. Le jour où ce sera plus dangereux de critiquer l'islam en France, ce sera juste un loisir intellectuel. Et éventuellement, je pourrais m'en passer. Mais pour l'instant, je le fais aussi par devoir. Par devoir de patriote. Je me lève chaque matin et c'est ma manière d'aider aussi mon pays. Voilà, que de faire vivre cette critique de mon ancienne religion.
Il y a la question de la justice, parce que là, on parle beaucoup du regard pesant, on parle de danger, on parle beaucoup de danger, hein, on le sent bien. Est-ce qu'il y a un risque d'une justice parallèle, une justice de la communauté musulmane envers justement les apostats ou les mécréants, peu importe, vous comprenez l'idée, comme on peut le voir un petit peu en Grande-Bretagne, par exemple? Alors, je ne sais pas si ça irait à ce point-là, mais la justice informelle de la diabolisation sociale, comme je vous l'ai dit, qui peut s'exprimer par des comportements, hélas, pas forcément illégaux, ou que ça puisse aller à des menaces de mort ou des agressions physiques qui, là, sont réelles et sont dangereuses. Oui, hélas, cette justice, si je puis dire, existe, et elle existe d'autant plus qu'en parallèle, et là, c'est l'opinion du citoyen Majid Oukacha que je vais vous donner, et non pas l'opinion de l'intellectuel ex-musulman, le danger aussi qu'on doit supporter dans les pays occidentaux, et aussi à mettre en parallèle à ce que l'État français propose pour nous protéger, si je puis dire. Et hélas, de moins en moins, les citoyens français, dont les ex-musulmans français également, ont confiance en la justice ou l'État capable de les protéger. On le sait tous, on est un des pays les plus laxistes judiciairement. Moi, je suis atterré quand je lis la presse. Je lis des histoires d'agressions sexuelles, de poignardeurs, de violeurs, d'agressions à 10 contre 1 qui laissent un gars à moitié mort, et les agresseurs finalement prennent 1, 2 ou 3 ans de prison maximum. Comment voulez-vous que dans un tel cadre, on se sente protégé par notre État? Si je pense les ex-musulmans dans le monde ou dans le monde occidental qui se sentent le plus protégés, ils se sentent le plus protégés dans des pays très sévères envers les vendettas personnelles, envers la vengeance personnelle et communautaire, envers un membre de leur famille. Et hélas, moi j'aimerais que la France soit un enfer pour les criminels, pour faire une petite métaphore religieuse, si je puis dire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous voulez être un criminel aujourd'hui, un des pays où vous pouvez le plus sévir, et hélas, c'est la France. Mais ça fait quelques années que j'ai une espèce de switch mental. Maintenant, je me dis de plus en plus, je dis pas que j'ai pas envie d'en vouloir à nos politiciens, mais à un moment donné, c'est aussi aux Français de se responsabiliser, en fait. Moi, j'ai regardé les 5 dernières grandes élections nationales en France. Au premier tour, qui offre la plus large offre politique aux Français de tous les partis, je vois qu'à chaque fois, 2/3 des Français votent pour un spectre de partis, en général plutôt à gauche ou au centre, qui ne propose rien comme aggravation substantielle des peines contre les criminels. Je ne demande pas à ces gens de voter plus à droite, mais au moins soyez plus exigeants envers vos partis. Demandez-leur que la dureté envers les criminels soit un sujet prioritaire. Après, ils peuvent pas se plaindre derrière. Moi, je trouve ça normal qu'ensuite les Français soient interrogés en France. Il y a 80% s'inquiètent de l'insécurité. Ben oui, mais vous êtes à 66% à voter pour un ensemble de partis qui ne proposent rien comme aggravation envers les criminels. Même moi, je vais vous dire, en tant que citoyen, de par mes origines, moi j'ai conscience de la mauvaise image généralisée dans le monde occidental des gens issus d'immigration algérienne, même si moi je suis né, j'ai grandi en France, même des Arabes, n'ayant pas peur des mots, ou même des musulmans, du musulman que je fus encore à l'époque. Et en fait, les gens, selon moi, ils font comme ils veulent, ils votent comme ils veulent. Les gens qui ont mes origines ou mon background culturel religieux, ils devraient être les premiers à être contents qu'il y ait une aggravation des peines envers les criminels. Parce que les criminels qui sévissent dans la société, que ce soit des racailles, que ce soit des terroristes, ils passent à la télé, ils nous donnent une mauvaise image à nous de par nos origines, ou même des racailles qui agressent à plusieurs contre un et qui, pendant leurs agressions, crient « Wallah » ou sur le Coran, sur la victime. Ils participent à donner une mauvaise image des musulmans, majoritairement, qui ne posent aucun problème, qui ne sont pas des agresseurs comme eux. Ça nettoierait les quartiers les plus islamisés de France si eux votaient massivement avec cette priorité de lutter contre même le désordre migratoire, pour plus de justice, pour plus de sévérité envers les criminels. Même les gens qui ont mes origines, qui savent qu'il y a plutôt, hélas, l'opprobre sur l'immigration qui est jetée en France, même si moi, je me sens français avant tout, mais c'est quand même une petite part de mon identité. Voilà, on aurait tout à y gagner à avoir un État français plus sévère envers la criminalité. Ça n'existe pas l'islam modéré. D'ailleurs, on modère que ce qui pose problème. Si l'islam était modéré pléonastiquement, on n'aurait pas besoin de le modérer. L'islam est une religion violente. L'islam criminalise la liberté de conscience. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Non, l'islam ne sera jamais compatible avec les modes de vie occidentaux. Moi, j'aimerais que la France soit un pays souverain, indépendant. Un peuple, c'est aussi des gens qui veulent un destin commun et il faut un minimum de socle de valeurs